Moi, ce qui me raccroche avec Haïti jusqu'à aujourd'hui, je dirais, c'est le vaudou. En fait, c'est cette culture vaudou-là que j'ai connue, c'est ce qui me raccroche avec ma grand-mère, mon grand-père, etc. Aujourd'hui, qui es-tu? Je suis Imelda Marie-Louise, chanteuse, artiste vaudouisante. Vaudouisante? Oui. Parce que tu pratiques ou parce que... C'est ma philosophie de vie, c'est ma spiritualité. C'est quoi le vaudou pour toi? C'est un mode de vie, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être, c'est un mode de vie, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie. Je suis, comment dirais-je, le vaudou est en nous. Moi, je dis souvent, tout noir par excellence sont des vaudouisants. C'est quoi une mode de vie d'une vaudouisante? Un mode de vie? Oui. Avant de venir ici, par exemple, je vais jeter 3 coups d'eau, disant vous êtes devant, je suis derrière, montre-moi le chemin, accompagne-moi, ne me laisse pas dire trop de conneries sur le plateau de la personne, ou des choses comme ça. Bonjour, bonsoir à tous. C'est l'heure de votre rendez-vous, Les Années Folles. Vous savez, Les Années Folles, c'est cette émission qui donne la parole aux artistes qui ont marqué leur temps, qui parle des artistes qui ont marqué leur temps. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une artiste que peut-être que vous connaissez, et c'est tant mieux. Et si vous ne la connaissez pas, ce sera le moment de la découvrir. C'est une artiste, vous qui ne la connaissez pas, à découvrir absolument. Elle est d'un charisme, elle a une présence en scène qui vaut vraiment le détour. Et quand on parle de sa chanson, de sa musique, ça vaut encore plus le détour. Chers amis de Haïti Inter, chers abonnés de Haïti Inter, vous qui nous suivez de partout, Les Années Folles, aujourd'hui, ouvre son salon à Imelda Marie-Louise, chanteuse, compositrice. Qu'est-ce que je n'ai pas dit d'autre? Musicothérapeute, réflexologue plantaire. Voilà, bonjour Imelda, comment ça va? Ça va bien. Bon. Est-ce que j'ai tout bien dit? Tu as tout bien dit, c'est parfait. Bon. Alors, c'est bien, on va avec Imelda faire un bout de chemin sur la personne qu'elle est. Donc, comme vous connaissez cette émission, on parle de parcours, on commence par le commencement, et puis on arrive à la personne, à cette belle dame que nous avons aujourd'hui devant nous, à cette dame accomplie. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Mais j'ai envie de dire aux gens que Imelda Marie-Louise, c'est une haïtienne natif natale, mais qui à 12 ans va quitter le pays. Raconte-nous ce petit bout de ta vie, Imelda. Ce petit bout de ma vie d'être en Haïti jusqu'à... Oui. Voilà. Et je n'ai pas beaucoup... En fait, le souvenir que j'ai de ma vie un peu en Haïti, c'est que je suis née à Thomazo. J'ai grandi à Thomazo jusqu'à l'âge, je crois, de 10 ans. Après, jusqu'à l'âge de 8 ans, ma mère est partie. Et après, je suis rentrée à Port-au-Prince pour être scolarisée. Et suite à ça, à l'âge de 12 ans, j'ai quitté Haïti. Ça veut dire que j'ai eu le temps de ma naissance jusqu'à mes 12 ans. J'ai grandi plutôt à Thomazo, peut-être 4 ans sur Port-au-Prince. Après, j'ai quitté Haïti pour la Martinique. Mais j'ai un très bon souvenir. J'ai des souvenirs de ma grand-mère, de mon grand-père, de mes oncles et tantes, etc. à Thomazo. J'aime beaucoup ma commune. Thomazo. Oui. Ok. Comment on appelle? On dit Thomasley. Thomasley. Je crois. Moi, je peux pas t'aider. Normalement, Thomasley, oui. Moi, je sais pas comment on dit. Alors, du coup, je pourrais pas t'aider. Peut-être que mon équipe pourra aller regarder et nous confirmer tout ça tout à l'heure. Vous ne pas me faire assassiner. Oh, ils vont pas vous assassiner, ils vont pas t'assassiner pour un petit peu quand même. Donc, du coup, parce que moi, en fait, dans Les Années Folles, on parle à des chanteurs. Bon, pourquoi je dis chanteur d'abord? Je parle à une femme, je privilégie. On parle à des chanteuses, on parle à des chanteurs. Et donc, tu es là parce que tu es cette artiste, que tu es une chanteuse, compositrice, tout ça. Oui. Alors, Imelda, à 12 ans, tu arrives en Martinique. Qu'est-ce qui va se passer? Comment se passe cette installation? Tu y vas seule? Tu rejoins la famille? Comment ça se passe? Alors, la dernière fois, j'étais en train d'écouter Jimmy Jean-Louis, j'étais morte de rire. En fait, c'est exact, tout ce qu'il racontait, c'est exactement un petit peu mon parcours, en fait. Du jour au lendemain, on se rend compte, on a nos bagages faits, nos valises préparées, on nous dit on part, on s'en va. S'en va pour aller où? On ne sait pas. On va en Martinique parce que ma mère était déjà installée à la Martinique. Et elle était partie, en fait, peut-être 6 ans de cela avant nous parce que je crois que quand elle est partie, mon dernier petit frère devait avoir 3 ans. Et après 5 ans, tout ça, elle est venue, elle nous a récupérés au fur et à mesure. Nous étions 6. Elle a récupéré les 4 petits avant.
Et après, mon grand frère et moi-même, qui est Jean-Ernst Marie-Louise, qui est aussi un super comédien, voilà. Et du jour au lendemain, on nous dit, vous partez. Mais pour partir, pour aller où? La Martinique. On arrive dans ce pays qu'on ne connaissait pas. Et on ne maîtrisait pas complètement non plus le français parce qu'on est plutôt, ma mère est créolophone, elle parlait plutôt le créole à la maison. On arrive vraiment là-bas, on habitait dans un petit quartier, dans une petite maisonnette là, à Sainte-Thérèse. J'ai quitté mon pays où j'étais, je dirais, dans ma commune notable parce qu'on avait, c'était nous qui avons la boulangerie de notre commune, on avait l'épicerie de notre commune, sous terrasse. Mon père était très connu à Thomaso, ma grand-mère, etc. Du jour au lendemain, je me retrouve dans ce pays, mais pas comme je vivais chez moi. Et c'est comme j'aime à dire que j'ai connu la misère, mais pas dans mon pays, en fait, mais à l'étranger. Mais après, ça a évolué, bien sûr. Ma mère, elle a travaillé, elle a construit, elle a monté des affaires, voilà. Mais moi, j'ai connu la misère à l'étranger, mais pas chez moi. Parce que les gens ont tendance à dire quand on quitte Haïti, c'est parce qu'on veut la dalle, etc. Ça n'était pas mon cas. Voilà, pas du tout. Et quand je suis arrivée je me rappelle, à la Martinique, on habitait à Sainte-Thérèse, j'ai retrouvé mes frères et sœurs, moi qui avais servante, boy, etc. Ma mère qui me dit, maintenant je dois aller travailler, tu dois coiffer tes frères et tes sœurs. Dis, moi je ne sais pas coiffer, on me coiffait. Je n'ai pas l'habitude de coiffer. Du jour au lendemain, on se retrouve vraiment être responsable un petit peu. Et une responsabilité que je n'avais pas, parce que, en fait, je ne connaissais pas du tout cette vie-là et j'ai beaucoup souffert dans les premières années parce qu'en fait, je voulais retourner chez moi, je voulais rentrer chez moi et je ne comprenais pas pourquoi ma mère nous avait fait rentrer, je ne comprenais pas pourquoi on avait quitté mon père, je ne comprenais pas, il y a plein de choses que je ne comprenais pas en fait. Après, elle nous a expliqué. Et ça a débuté comme ça, j'étais scolarisée. Et ensuite, ma maman, c'est une femme d'affaires qui a beaucoup travaillé au fur et à mesure. Elle a développé ses activités. Elle a eu 2 boutiques, 2 maroquineries à Fort-de-France. Elle a construit. Et entre-temps, elle avait épousé quelqu'un d'autre qui m'a reconnu tant que son enfant, etc. Qui fait que c'est pour ça que je porte Marie-Louise et non Pierre. Justement, parce que cette question, elle allait venir, voilà. Mais je te laisse finir. Et voilà, ma vie a débuté comme ça, en fait. Du jour au lendemain, on se retrouve là-bas, je change de nom, je change de pays. Et je me rappelle tous les jours, maman, elle pleurait parce qu'on voulait rentrer, on voulait retourner chez nous. Rejoindre papa. Oui. Alors, moi, quand j'ai lu le nom de Imelda, je dis, ah, non, il y a un problème. Alors, c'est pas vraiment un problème, mais pour moi, l'haïtienne, et avec les noms haïtiens qu'on a, on sait très bien qu'il y a certains noms qu'on a, et ce sont vraiment des noms haïtiens. Et du coup, je me dis, mais Marie-Louise, comme nom, ça fait plutôt Antilles-Française. Et pourtant, elle est partie rejoindre les Antilles à 12 ans. La Martinique à 12 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une famille Marie-Louise en Haïti? C'était ça ma question. Donc, Imelda vient de répondre à une question de façon anticipée. C'est que, donc, tu as changé de nom. Et donc, toi qui avais quitté ton papa et qui a été obligé d'une certaine manière de changer de nom, qu'est-ce que ça te fait de ne plus t'appeler Pierre à ce moment-là? Alors, ce qui est drôle dans notre famille, c'est qu'il y a les 2 aînés qui portent Marie-Louise, et les 4 du milieu qui portent Pierre, et les 2 derniers qui portent Marie-Louise. Bon, okay. Alors, tout simplement, ma mère, elle s'est remariée. Voilà. Et comme j'avais déjà 12 ans, l'histoire pour pouvoir anticiper, elle ne savait pas combien de temps ça allait prendre pour les papiers, etc. Elle a épousé M. Marie-Louise. Elle... ne sachant pas, effectivement, le nombre de temps qu'elle allait prendre pour obtenir les papiers qu'on puisse rentrer en France, en fait, rentrer aux Antilles, les autres étaient plus jeunes, il y avait beaucoup plus de temps. Elle a gardé les noms de Pierre et mon beau-père nous a reconnus, les 2 aînés, parce que ne sachant pas si on allait avoir 16, 17 ans pour avoir la nationalité française, qu'il fallait, bon, voilà. Et entre-temps, ma mère a fait d'autres enfants avec lui, et les autres enfants portent Marie-Louise. Les aînés qui portent Pierre, et les milieux qui portent Marie-Louise, et les 2 derniers qui portent Marie-Louise. Et alors, comment t'es arrivée à la musique, ou bien comment la musique, la chanson, tout ce que tu veux est arrivé à toi? J'ai toujours aimé la musique. Tout en sachant, en Haïti, le dimanche, je ne sais pas si tu faisais ça, quand on a fini de s'habiller et tout, on était assis à la maison, on écoutait de la musique. La variété française. Mais bien sûr. Voilà. Et moi, j'aimais Nana Mouskouri et Mireille Mathieu. Je chantais, je mettais ma longue robe. Je me rappelle, il y avait un escalier dans la salle à manger où je descendais les escaliers en chantant et tout. Je faisais ma star, en fait, quand j'étais petite et tout, etc. Et quand je suis arrivée à la Martinique, justement, je me suis inscrite au centre culturel d'Aimé Césaire aujourd'hui. J'ai commencé à faire de la danse et vraiment, j'étais passionnée de la musique, mais je crois, pour ma mère, c'était pas important la musique. Je crois que si pour elle c'était important, j'aurais peut-être pu faire une école de musique que j'ai faite après en fait. C'était pas important pour elle la musique. on devait être ou médecin ou avocat ou comme tout. Normal voilà, quoi. Voilà. Hein?
Et finalement, j'ai décidé d'intégrer un groupe de quartier. En fait, le groupe de quartier cherchait une chanteuse. Moi, je ne savais rien de la musique, je ne savais même pas encore chanter et tout. J'ai décidé d'intégrer ce groupe-là. C'est un jeune haïtien qui s'appelle Fanfan Boubert, justement, qui était... il est bassiste ou guitariste, je ne me rappelle plus. Il me dit, mais tu ne veux pas faire partie d'un groupe du quartier et tout? J'ai dit, ouais, pourquoi pas? Mais je ne sais pas chanter, hein, je ne sais pas. Je dis, ouais, pourquoi pas? Et j'ai intégré ce groupe qui s'appelait Tempo X à l'époque. Pourquoi X? Parce qu'en fait, il y avait des Saint-Luciens, des Haïtiens, des Martiniquais. On était vraiment très éclectiques, quoi. Mais voilà, c'était un brassage culturel dans ce groupe-là. Et voilà, j'ai commencé comme ça avec ce petit groupe. Et puis un jour, où je vais rentrer dans la musique vraiment... je me rappelle où j'ai donné des concerts aussi un petit peu avec ce groupe-là. Il n'y avait même pas de public. J'adore dire ça parce que j'avais 4 publics. Des fois, c'était mes sœurs. Devant la scène, il y avait mes sœurs et tout, etc. Et en grandissant, quand j'ai rencontré le père de ma fille aînée, et il a vu ma passion pour la musique, il me dit, mais là, pourquoi tu n'apprends pas la musique? Pourquoi tu fais pas ça? J'ai dit, oh, pourquoi pas? Et puis je vais essayer de... Il m'a encouragée à faire de la musique. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu un restaurant. J'ai toujours eu des restaurants dans ma vie. Je ferme, j'ouvre. J'adore ça, d'avoir un lieu où j'accueille les gens, en fait. Okay. Et jusqu'à ce qu'un jour, voilà, j'ai eu un café à Fort-de-France qui s'appelle Arawak Babawam Café. Il y a eu la directrice du festival de Fort-de-France, justement, Madame, je vais dire son nom parce que j'adore cette femme, et il faut dire Madame Lydie Bétis, en fait, qui est encore la directrice du théâtre de Fort-de-France et le centre culturel Aimé Césaire aussi. Et je chantais du Toto Bicente dans le restaurant. Et elle me regarde, elle me dit, ah, tu chantes du Toto Bicente? J'ai dit, oui. Elle me dit, tu es haïtienne? Parce que les gens ne savaient pas que j'étais haïtienne. Ça, on va en parler aussi. Oui. Tu es haïtienne? J'ai fait oui. Et puis elle me dit, ah, j'ai quelque chose pour toi. J'ai dit oui, mais je ne suis pas une vraie chanteuse. Ouais. Je ne suis pas une vraie chanteuse. Elle m'a dit, c'est pour le Festival culturel de Fort-de-France. Elle me dit, voilà, tu vas venir chanter, tu vas chanter un morceau de Toto Bicente et tu vas être emballé dans un tissu avec une phrase de Césaire et tout. Et c'est Woody Césaire, Woody Siller, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Woody Siller, qui est un comédien haïtien extraordinaire, aussi comme moi-même qui avait quitté Haïti fort longtemps, qui est médecin d'ailleurs, mais puis a quitté la médecine pour devenir un comédien. Bref. D'accord, ok. Woody Siller va dire un texte et toi tu vas arriver en chantant, mais vraiment un truc... Alors moi, j'étais sur cette scène, j'étais derrière la scène et j'ai dit oui, tout ce qu'elle me disait, je disais oui. Mais j'avais jamais fait une grande scène en fait, puis chanter devant Aimé Césaire. J'ai dit ah, et j'ai accepté. Effectivement, il y a eu les répétitions, etc. Et au moment où il fallait monter sur la scène, j'ai commencé à paniquer. Ah. Et Woody n'était pas présent, justement, je ne sais pas où est-ce qu'il était. Madame Bétis qui me dit, mais là c'est ton tour, c'est à toi de rentrer sur la scène, mais il faut commencer à chanter derrière la scène. Et j'ai dit, ok, j'ai commencé à paniquer, tout, je suis arrivée en chantant, mais après, j'avais la voix qui tremblotait et tout, etc. Mais finalement, je l'ai fait. Et ça a commencé comme ça. T'avais quel âge? J'avais déjà plus de 20 ans, en fait. Okay. J'avais déjà plus de 20 ans parce que j'avais de 19 ans, 20 ans à peu près. Et suite à ça, ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé à jouer avec des percussionnistes, un percussionniste qui s'appelle Max Cicéron, qui est un percussionniste haïtien que j'ai croisé. On a commencé à faire des choses ensemble. Et j'ai rencontré il y a un mec qui s'appelle Olivier Barou. J'ai créé un petit groupe qui s'appelle Racine Laillé. J'ai commencé à chanter percussion-voix. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Olivier Barou, qui avait un espace culturel au Marais. Et j'ai commencé à aller jouer avec Max percu-voix comme ça. Et j'ai rencontré Maxime Pastel aussi, qui a créé, c'était le premier producteur antillais, je crois, Pastel Prod, qui m'a proposé de faire un album, de monter un groupe avec des filles, 3 filles. On a créé le groupe Créative. Pourtant, avec ton parcours, on n'a pas l'impression que tu étais faite pour devenir artiste. Est-ce que, après réflexion, après tout ça, tu peux dire que tu es née artiste, Imelda? Oui, je suis née artiste parce que, comme disent mes filles, je suis une drama. Donc, ok. Oui, donc c'était juste... Oui, je suis née artiste. Parce caché, c'était pas encore... Tu ne savais pas encore, mais... Voilà. On m'avait pas... Une fois que tu l'as su... Je n'avais pas l'espace pour m'exprimer parce que on m'avait pas accordé cette possibilité-là de m'exprimer tant qu'artiste parce que la priorité de ma mère n'était pas ça, en fait. Et sa priorité à elle, c'était que j'aille à l'école, faire des études, c'était ça, sa priorité. Elle voulait que tu deviennes quoi?
C'est une très bonne question. Dis-moi. Je crois que ma mère, tout ce que je voulais, elle voulait aussi en fait. Parce qu'au début, elle voulait que je sois styliste ou top modèle. Bah oui, t'es grande. Voilà. Elle avait ça en tête. Elle m'avait même payé une école de mannequinat. Ah bah voilà. Et après, je crois, moi après, j'ai changé. Oui, j'ai changé après parce que j'aimais pas trop les photos, les trucs comme ça, j'aime pas. La caméra sur moi, j'aime pas. Pourtant, il y a 3 caméras sur toi là actuellement. Je regarde même pas la caméra. Je sais pas si la caméra me voit, mais moi je vois. Elle te voit bien comme il faut. Je regarde pas la caméra. Moi, tu sais, elle est même pas là. T'inquiète, tu peux regarder par là aussi. Je suis quelqu'un de spontané. J'ai l'impression tout ce qui est caméra, pour moi, me bloque d'une certaine... Pourtant, j'ai déjà fait des documentaires, j'ai fait plein de choses. Mais je ne supporte pas de me sentir filmée, etc. Est-ce que tu te sens filmée actuellement au moment où on parle? Non. Est-ce que tu te sens coincée quelque part avec des trucs? Tout. Bah alors, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a cette spontanéité que tu évoques. Donc ici, il n'y a pas de caméra qui bloque, qui empêche, parce que nous, on parle à cœur ouvert. Et oui, on a besoin de parler à cœur ouvert pour dire les choses comme elles sont. Donc tu as 22 ans quand tu montes sur scène pour la première fois. Et là, il y a Aimé Césaire, la voix tremblotante. Mais malgré tout, tu es lancée. Et tu dis que tu vas faire une école de musique par la suite? Oui, parce qu'en fait, ce qui était bien, c'est que le Centre culturel d'Aimé Césaire, bon, là, je commençais à prendre des cours. Pas une école, vraiment, je commençais à prendre des cours, paix à son âme. J'ai rencontré une superbe chanteuse de jazz qui s'appelait Mylène Bay, qui s'est installée en Martinique, qui a fait une petite école de musique, ou voilà, etc. J'ai commencé à travailler ma voix avec elle, le chant avec elle. Et après, Mylène Bay, finalement, elle a traversé l'univers. J'ai rencontré Maud Mass, qui est vraiment ma prof de chant, qui est une femme extraordinaire, qui est vraiment, et qui a commencé à travailler le chant avec moi. C'est elle qui m'a formée. Et après, même aujourd'hui, quand je vais en Martinique faire des scènes, elle devient ma choriste. Et ouais. Ah ouais. Et ça, c'est génial parce que c'est une chanteuse extraordinaire, mais très humble en fait. Parce que, comme j'ai dit souvent, être choriste, c'est un métier. Il y a les choristes qu'on voit derrière, on minimise des fois le travail des choristes, mais ce sont c'est vraiment des pros, quoi. C'est pas... Et Maud, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je peux dire, c'est grâce à cette femme. Après Mylène Bay, bon, après, finalement, c'est grâce à Maud Mass qui m'a aidée à travailler. Et puis voilà, maintenant, je suis à Paris, je travaille avec une Italienne. Pour appuyer ce que tu as dit concernant les choristes, je vous rappelle que Yannick Etienne était choriste pour Brian Ferry. Et on se rappelle cette voix dans Avalon. Et oui, les choristes... font beaucoup de travail, même s'il y a l'artiste devant, mais les choristes apportent l'essence, même musique, avec... Bon, c'est un tout. Hein. C'est un tout, bien sûr. Mais sans choriste, un petit peu, l'artiste, il peut exister, mais il a besoin de ça. Donc, c'est pour ça que je crois que, Imelda, toi aussi, tu t'entoures de tes musiciens choristes. Oui. Oui. Donc, tu fais cette école de musique, tu as cette opportunité, mais moi j'ai envie de demander, pour une enfant d'Haïti, est-ce que, parce qu'on va venir, elle a fait un petit groupe de quartier, Imelda, qui s'appelle Racine Laé. Oui. Racine Laé. Et tout de suite, nous quand on parle de racines, on plonge vraiment, on parle de nos racines, de tambour, de vaudou, de ci, de ça. Moi, j'aimerais savoir pourquoi c'est ton premier groupe? Oui. Créé avec les filles? Non, avec les filles, c'est créatif. C'est créatif. Racine Laé, c'est moi toute seule. Avec Max Cicéron. Mais pourquoi Racine Laé? Parce que, en fait, ça a un rapport avec le vaudou, justement. Parce que Racine Laé, en fait, quand on est, j'ai l'impression, quand on est d'une certaine manière déraciné, ça veut dire qu'on quitte son pays assez tôt, on va chercher de quoi s'accrocher, en fait. Et le souvenir que j'avais, moi, ce qui me raccroche avec Haïti jusqu'à aujourd'hui, je dirais, c'est le vaudou, en fait. C'est cette culture vaudou-là, parce que j'ai connue, c'est ce qui me raccroche avec ma grand-mère, mon grand-père, etc. Et ma chanteuse favorite, la chanteuse qui m'a inspirée vraiment dans la musique haïtienne aussi, c'est Toto Bicinte. Et ce qu'elle chante aussi, c'est du vaudou, d'une certaine manière. Et c'est à partir de tout ça, comme j'avais je dirais, enfoui à l'intérieur de moi. Et je n'ai pas trouvé d'autre nom à donner que Racine Laé, en fait. Voilà. Et je faisais que de la musique, effectivement, traditionnelle. D'accord. Quelle est ta première rencontre avec Toto Bicinte? Parce que tu m'as dit que chez toi, tu chantais... Mais tu chantais Toto Bicinte.
comment tu chantais les chansons françaises, mais après tu es monté en Martinique pour chanter Toto Bicinte. Quelle est ta première vraie rencontre avec Toto Bicinte? Ma première vraie rencontre avec la musique, je dirais, je n'ai pas rencontré cette femme, c'est surtout avec Sito Kavé. Quand j'ai fait la rencontre de Sito Kavé la toute première fois, et qui m'avait demandé qu'il avait assisté à un concert, non, je crois que non, c'est le contraire. Et j'ai rejoint le groupe féministe Martinique, justement, l'Union des femmes de la Martinique, et il y avait un hommage à Toto Bicinte, effectivement. Et quand les gens, entre guillemets, ont découvert que j'étais haïtienne, bien sûr, dans toutes les sauces, il y avait Haïti, on me mettait pour venir chanter du Toto Bicinte. J'ai commencé comme ça. Et il y avait un super plateau, justement, en mémoire de Toto Bicinte, où je vais rencontrer sa fille, où les frères Woodmeyer, justement, comme musiciens. Et j'ai rencontré Sito Kavé, Mouchi Woodmeyer et le mari de Milena, Joël Woodmeyer, tout ça, etc. C'est eux qui m'accompagnaient sur scène. Et quand j'ai entendu Souffler vent, je suis tombée amoureuse de sa voix. Quelle musique, hein, Souffler vent. Ah, mon Dieu, c'était... Voilà. Souffler vent, souffler vent, souffler vent. On va faire que deux, on va faire. Maman, moi naviguer, papa, moi naviguer, souffler, souffler, na wayo. Voilà. Quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit, oh mon Dieu. C'est comme si il y a quelque chose qui m'a pris à l'intérieur de moi-même. C'est comme si je me suis sentie possédée, en fait, par sa voix, par cette mélodie, etc. Et quand j'ai commencé à travailler avec les frères Woodmeyer, n'en parlons même pas, c'est des musiciens extraordinaires. Ça a été ma première rencontre avec Toto Bicinte. Et quand j'ai fait cette scène, et puis depuis, j'interprète, je ne peux pas faire un concert si je n'interprète pas une chanson de Toto Bicinte. Et où j'ai rencontré toutes ces choristes aussi, qui vivent, j'ai oublié leur prénom en fait. Les choristes de Toto. Ah oui, attends, on va faire ça. Regarde-moi ça, voilà. On va faire ça. Moi, je lui ai sorti l'album de Toto, un des albums de Toto Bicinte. Donc tu as ces chanteuses, oui, tu as Marie-Claude Benoît et Myriam Mathéus. Voilà. Tu as retenu Myriam Mathéus. Marie-Claude, tu t'en rappelles pas trop? Non, parce que en fait, j'ai beaucoup plus échangé avec elle justement, etc. Donc c'est Toto Bicinte qui va accompagner Imelda jusqu'à aujourd'hui. Elle l'accompagne. Je pense qu'elle va l'accompagner pendant longtemps. Est-ce que tu sais qu'elle a vécu à la Martinique? Aussi. Et il y a une place qui porte son nom. Ah, ça, c'est bien, ça. Il y a une place qui porte son nom à la Martinique. Justement, on a fait l'inauguration. Quand on a inauguré la place, j'ai chanté justement pour l'inauguration de la place de Toto Bicinte. Là où elle habitait, à Terre-Saint-Ville. On va faire une petite parenthèse avant de continuer musique. Parce que là, tu as dit tout à l'heure que quand ils ont découvert que tu étais haïtienne, là, tu étais déjà adulte, on te mettait à toutes les sauces. Mais dans ta vie à la Martinique, est-ce que tu t'es ressentie rejetée à un moment donné parce que tu venais d'arriver, tu étais haïtienne et qu'il fallait faire ta place? Parce que j'ai compris qu'on a eu l'occasion de discuter avec beaucoup de personnes et parmi lesquelles on a eu une interview récemment avec Martine Millard qui nous parlait de son vécu en Martinique. Comme quoi, et qui disait qu'elle n'avait pas un profil pour être haïtienne. On lui trouvait martiniquaise, tout ce qu'on veut, mais sauf haïtienne. Est-ce que c'est très difficile pour un enfant haïtien de faire sa place, de vivre en Martinique sans parler, sans se battre en fait? Je vais parler de mon époque à moi. Par exemple, moi quand je suis arrivée, les premières années, ça se passait super bien en fait, si on veut. Et après, ma mère, elle avait décidé justement de ne pas nous laisser grandir dans le milieu des Haïtiens. C'est-à-dire, elle dit que pour qu'on puisse maîtriser le français ou avoir une ouverture sur le monde, ou bien de voir les choses différemment, elle a décidé de nous élever un petit peu à l'écart, je dirais. Mais il n'était pas évident de dire que... Moi, je disais que j'étais haïtienne, mais automatiquement, quand on dit qu'on est haïtien, il y a... le map, WAP-TAP, etc. Et quand on vous regarde, on dit, mais t'es pas haïtienne, toi. J'ai dit, mais pourquoi? Moi, à la limite, on peut dire, par rapport à ma couleur de peau, on peut dire que j'étais haïtienne. Mais le problème, c'est que ce que je dis est très péjoratif, en fait. C'est pas du tout ce que je cherche à dire. En fait, c'est comme si que les gens avaient l'impression
que les Haïtiens ne font pas d'études. Je ne parle pas, je parle de la classe populaire martiniquaise. Hein. Les Haïtiens ne font pas d'études. Les Haïtiens sont tous très foncés de peau. Les Haïtiens ont les cheveux crépus. Les Haïtiens s'habillent mal. Les Haïtiens, mais vraiment, hein, parce qu'ils ont une vision des fois. Certes, je ne vais pas généraliser, mais pas l'élite martiniquaise, pas l'intellectuel martiniquais. Je parle de la masse populaire, c'est-à-dire les gens. Je ne vais pas citer de lieu non plus pour éviter non. Mais effectivement. Je me rappelle à l'école, je me suis battue une fois, une seule et unique fois, parce qu'on avait dit que j'étais haïtienne. C'est pas parce qu'on a dit que j'étais haïtienne que je me suis battue, j'ai pas de problème avec mes origines, je suis fière d'être haïtienne. C'est quand la fille, elle m'a dit haïtienne sentie. J'ai dit aïe. Alors j'ai fait monter quelque chose sur mon estomac comme ça, bien monté, j'ai mis ça sur son visage. Ploup. Ah oui. Oui. D'accord. Et je l'ai attrapé, j'ai dit je suis haïtienne, oui, sentie, mais non. Ça, je ne l'admets pas. Et puis après, c'était fini. Mais j'ai jamais eu de problème vraiment. Si, encore une autre fois aussi, je ne sais pas si tu te souviens de Franzy Gauthier, le chanteur de Sugar Combo. Ah oui. J'ai commencé aussi à danser. Avant de chanter, j'ai commencé à danser aussi. J'avais commencé à travailler avec Franzy Gauthier, justement, étant que danseuse. Et il y avait une jeune Martiniquaise, on appelle chez nous ça des chapécoulis. En Martinique, on dit chapécoulis, ce sont des Indiens, les gens qui sont clairs de peau avec les cheveux plats ou bien foncés de peau, on appelle ça chapécoulis aux Antilles. Et cette fille, tout se passait super bien, j'allais la chercher, je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire de la danse avec moi, elle m'a dit, j'avais rencontré d'ailleurs mon école de danse, elle m'avait dit oui et tout, on a commencé à faire des clips, à faire des choses ensemble. Du jour que sa mère a compris que j'étais haïtienne, elle avait changé envers moi. La maman avait changé envers moi. Elle a dit, ma pas fréquenter haïtienne, non. Parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi cette femme ne voulait pas que sa fille me fréquente. Mais je dis, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, en fait. Il faut savoir, je ne cherche pas, s'il faut, vous allez l'enlever après, mais je raconte quand même. Il y a une route à Fort-de-France qui s'appelle Route des Religieuses. À l'époque, les Haïtiennes qui arrivaient, justement, qui ont laissé leur pays, qui n'avaient pas, parce que tu arrives dans un pays, tu ne sais pas comment nourrir tes enfants, etc., se prostituaient. Certaines, pas toutes, certaines se prostituaient. C'est sur cette route-là. Et cette femme, comme elle habitait sur cette route-là, elle voyait les femmes haïtiennes debout sur le trottoir et tout, etc. Et elle a fait une sorte d'amalgame, en fait. Bon, c'est un grand raccourci. Hein. Très. Mais oui, mais... Ouais. Bon, on parle à la chanteuse. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on parle à un artiste, sa vie est liée à son art. Donc, ce qui va faire que cet artiste va devenir ce qu'elle est, c'est tout ce qui a été vécu jusqu'à devenir l'artiste. Donc, c'est obligé qu'on aille dans la vie personnelle d'Imelda en dehors des scènes. Parce qu'elle n'est pas toujours sur scène. Elle est hors scène. Elle a une vie d'ailleurs. Elle nous en parlera aussi de cette vie hors scène. Mais aujourd'hui, mais là, je parle pas d'aujourd'hui, mais maintenant, on continue avec cette partie où tu t'envoles. Parce qu'à un moment donné, tu as pris ton envol, tu es devenue l'artiste, mais tu as dansé aussi, tu m'as dit. Oui, j'ai dansé. J'ai dansé avec... Mais alors, comment tu me dis j'ai dansé? J'ai dansé, mais on dirait que tu n'as pas trop aimé danser. J'aime pas danser, en fait. J'aime pas danser parce que je danse très mal. Je danse très mal parce que c'est les filles avec qui j'ai créé le groupe qui me disaient, mais là, ce qui était drôle parce que des fois, elle faisait un mouvement à droite, moi j'étais à gauche, mais je savais pas danser. Mais sauf que quand on a créé le groupe, après Racine là, j'ai créé le groupe créatif. En fait, on a créé le groupe des filles les créatives. Et c'est plutôt Muriel qui montait les chorégraphies et tout, etc. Avant même d'être les créatives, on a commencé à danser avec un chanteur de carnaval qui s'appelle Tintin. Nous, on était les Tintinettes. Okay. Et lui s'appelait Tintin. On a fait des choses. J'ai fait des choses. Après, j'ai dansé avec Franzy Gauthier, paix à son âme. Et c'est suite à ça qu'on a créé les créatives. Mais avant, on dansait avec les artistes avant. On commence toujours quelque part, en fait. Et c'est en dansant, je crois, avec Tintin et Franzy qu'on a rencontré notre producteur, Maxime Pastel Prod, avec qui j'ai produit mon premier album. D'accord, comme ça. Et le premier album? Alors, le premier album, est-ce que c'est Pastel Prod? Ma vie est tellement vaste. J'ai fait mon premier album, je crois que c'est à partir de ça qu'on a su que j'étais haïtienne. J'ai fait un single où j'ai repris une chanson le single s'appelle Maman Chérie. C'est bien de me renvoyer dans plein de choses que j'avais déjà oubliées. Il ne faut pas les oublier. J'ai fait un single qui s'appelait Maman Chérie. J'ai repris une chanson de Joseph Dieudonné Larose. Attends. Maman, ça s'est fait. Parmi tout ça sur la terre, c'est Rumpi, considérez maman.
Pour tout ça, tu portais pour moi, les moins t'es dans un traillou, maman chérie, m'adorer. Peut-être que je connais, mais... Si ma vie je dis, c'est grâce à vous, maman. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Je crois que j'ai écrit cette chanson. Elle sait plus si c'est une reprise. Mais j'ai fait une reprise en tout cas de Joseph Dieudonné, mais je ne me rappelle plus si c'est ça, parce qu'il y avait 2 chansons sur l'album, mais je ne me rappelle plus. D'accord. Mais non, c'est Joseph, ça, c'est Joseph Dieudonné là aussi. Et c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là, et les gens me disaient, ah, mais là, tu parles créole bien, le créole haïtien. J'ai dit, mais je suis haïtienne. Je suis haïtienne. Ouais. Parce qu'en fait, il y a l'endroit où on grandit, il y a les gens qu'on fréquente, il y a le milieu qu'on fréquente, on n'arrive pas à dire, ah, ben, quand on dit qu'on est haïtienne, ah bon, mais on dirait pas. Mais ça veut dire quoi, on dirait pas? Bon, ce premier album, parce que moi, j'ai cherché, j'ai vu que tu as fait un album en 2013. Mais ça veut dire que tu as eu un premier album bien avant et que... alors, il va falloir que... J'ai 5 albums en total. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on a compté que... Alors, il va falloir... La personne qui a fait il va falloir qu'elle se remette au travail pour citer. Le premier album sort en... le premier album, justement, c'est Maman Chérie. Après, j'étais en solo toute seule. Je sais plus, hein, mais peut-être, mais c'est comme ça. Après, il y a eu les Créatives, où j'ai fait 2 albums avec les Créatives. Et on a fait une chanson de carnaval qui jusqu'à aujourd'hui qui fonctionne. Parce que c'est la première fois aux Antilles qu'il y avait un groupe de femmes chantant du carnaval avec des t-shirts. Voilà. Et après, les 2 albums de Créatives, Maman Chérie, là, je me suis dit, je suis plus cette femme-là, en fait. La femme qui met son petit short et tout, etc. Ça me dit rien, en fait. J'ai plus envie de me montrer sous cet angle-là, le côté, voilà. Et là, je suis happée par la spiritualité, par une autre façon de penser, par une autre façon de voir. Je commence à réfléchir sur d'où je viens, sur mon appartenance, sur... la religion, sur plein d'autres choses. Et c'est à partir de là, j'ai créé mon premier album, justement, en... 2013 En 2007. 2007 Même 2006, avant la mort de mon mari, 2006, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences, pour que tu remettes en question la personne que tu étais, que tu veuilles être... cette femme que tu vas devenir, que tu es aujourd'hui encore? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ta vie à ce moment-là? Je crois quand j'ai laissé le groupe Créative, quand on a arrêté de chanter, où j'ai commencé à sentir une sorte d'appellation, je dirais, c'est inexplicable, hein, où j'ai voulu connaître Haïti encore différemment, où j'ai voulu, d'après le dire d'un monsieur que j'ai rencontré, un membre de la famille que j'ai rencontré en Haïti, ils m'ont dit qu'on est allé te chercher. Je sais pas, je sais pas. Et il y a un moment, en tout cas, dans ma vie, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Je me suis dit, tout ce qui est superficiel, les petites choses courtes, être sexy, être machin, tout ça, c'est plus pour moi, en fait. Tu me dis tout ça, c'est ça, mais t'es bien sexy là, maintenant. Moi, je te promets, quand j'étais sexy à l'époque, c'était sexy. C'était sexy. Ok. J'ai des robes jusqu'à aujourd'hui, ma fille de 18 ans porte. Voilà. Et j'ai commencé à vouloir aller en Haïti, essayer de comprendre Haïti. Et j'ai rencontré mon partenaire de vie aussi, qui était d'origine haïtienne. Et il est décédé, hein, paix à son âme. Et c'est lui aussi qui a commencé à m'apprendre Haïti différemment. J'ai assisté aussi il m'a emmené en Haïti, on a commencé à visiter, à aller dans ma cour, à aller rencontrer les gens, à écouter de la musique, à comprendre le vaudou, à entendre ce qui se passe vraiment. Et j'ai commencé à mettre en doute aussi ma spiritualité de chrétienne, je dirais, en me disant comment je peux honorer un Dieu qui a les yeux bleus, ouverts, ça dépend, voilà, est-ce que ça me ressemble pas? Quand je commence à étudier l'histoire des Noirs un petit peu, je commence à dire c'est pas possible, etc. Je commence à me questionner et à remettre, je dirais entre guillemets, à remettre les pendules à l'heure, un tout petit peu. Et j'ai commencé à lire aussi autour de tout ça, à écouter ce monsieur que j'ai rencontré qui a traversé ma vie, m'a apporté beaucoup en fait. Il m'a vraiment accompagnée, il a fait de moi, même si je pense que j'étais aspirée à devenir cette femme, mais il m'a apporté beaucoup. Il m'a permis de voir vraiment les choses parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire et puis c'est quelqu'un qui m'a aidé à grandir, qui m'a aidé vraiment à grandir et à comprendre les choses de la vie. Est-ce que tu t'es pas battue pour te dire, est-ce que je fais quand même le bon choix d'aller vers cette spiritualité? Est-ce que je ne me trompe pas? Je me suis battue. J'ai dit souvent, je suis même allée voir un psy. Je me suis battue parce que je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas, j'étais attirée par quelque chose qu'on dénigrait.
j'étais attirée par quelque chose qui, mais vraiment qui était en moi, qu'on dénigrait, qu'on me disait que c'était diabolique, qu'on me disait que c'est pas du tout ça Dieu, c'est pas du tout ça la religion, c'est pas du tout ça, etc. Et il y a aussi dans le vaudou, il y a l'aspect, le syncrétisme qui est dans tout ça aussi, que je me dis, mais je me suis cachée derrière l'histoire du vaudou parce qu'il faut surtout pas oublier à l'époque comment que les images sont arrivées dans le vaudou, c'est parce qu'on utilisait les effigies des saints catholiques et tout, etc. Je me suis réfugiée derrière tout ça, et comme j'arrivais pas à... Mes enfants, je les ai baptisés dans la religion catholique, ils ont fait communion, les scissions, toute la clique, tout ce qu'il fallait faire, j'ai fait, parce que c'était l'éducation que j'ai eue, moi. Mais en même temps, dans un coin de ma tête, il y avait aussi ce que je vivais avec ma grand-mère, parce que ma grand-mère passait me récupérer chez ma maman, elle m'emmenait dans les cérémonies vaudou. Je suis la seule à avoir vécu ça avec elle, en fait. Voilà. Et j'ai tout ça dans la tête. Il y a l'histoire de mon enfance qui était là. Il y a ce que ma mère m'a inculqué, ce que ma grand-mère m'a inculqué. Il y a tout ça. Il y avait une sorte de... Est-ce que mon mari aussi, lui, quelque part aussi, lui, ce qui m'enseignait aussi d'une certaine manière. Et je me suis dit, bon, ma place est où dans tout ça? Comment je vais faire? Et comment vais-je aussi apprendre à mes enfants quelque chose qu'on dit qui est diabolique? Et c'est plutôt par cette chose-là que moi, je suis attirée. C'est là où je me sens bien, en fait. Je suis allée voir un ethnopsychiatre. Ethnopsychiatre, bien sûr, tu as choisi. Oui. Parce qu'en fait, comme elle dit souvent, elle me dit, j'ai dit pourquoi, parce que j'ai posé la question, pourquoi ethnopsychiatre? Elle dit, c'est parce que justement, comme les gens ne veulent pas écouter, c'est mon ethnopsychiatre qui m'a dit ça. Tout est une question d'écoute. On n'était pas obligé de créer un autre nom pour dire ethnopsychiatre. C'est qu'il faut juste prendre la personne dans sa globalité, écouter son histoire, là où elle a vécu, etc., et prendre ça en compte en psychologie. Mais bon. Et je suis allée voir cette femme, une ethnopsychiatre. Et je suis allée la voir, j'ai raconté toute mon histoire. Je faisais les questions et les réponses moi-même. En fait, je posais les questions et je répondais. Elle ne faisait que m'écouter. Elle me fait, mais vous savez, vous avez la réponse en vous déjà? Je dis, ah ouais? Elle dit, oui. Oui, vous avez déjà vos réponses. J'ai dit, ok, d'accord, elle m'a parlé. Le fait de lui avoir parlé, d'avoir dit, il faut que j'accepte celle que je suis, j'accepte justement de vivre cette ambivalence-là, je dois l'accepter, jusqu'à ce qu'à un moment, il y a quelque chose qui va prendre le pas. Et j'ai commencé à accepter comme ça, j'ai commencé à dire, bon ben voilà, je suis ce que je suis là où je dois être. Et Imelda Marie-Louise, aujourd'hui, qui es-tu? Je suis Imelda Marie-Louise, chanteuse, artiste vaudouisante. Vaudouisante? Oui. Vaudouisante parce que tu pratiques ou parce que... C'est ma philosophie de vie, c'est ma spiritualité. C'est quoi le vaudou pour toi? C'est un mode de vie, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être, c'est un mode de vie, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie. Je suis, comment dirais-je, le vaudou est en nous. Moi, je dis souvent, tout noir par excellence sont des vaudouisants. C'est quoi une mode de vie d'une vaudouisante? Un mode de vie? Oui. Avant de venir ici, par exemple, je vais jeter 3 coups d'eau, disant vous êtes devant, je suis derrière, montre-moi le chemin, accompagne-moi, ne me laisse pas dire trop de conneries sur le plateau de la personne, ou des choses comme ça. Tu les impliques sérieusement. Ouais, sérieusement, mais tu t'adresses à qui en fait? J'en sais rien, à tout ce qui m'entoure. Moi, je dis souvent à tout ce qui m'entoure, à tous celles qui m'entourent, il y a des hommes et des femmes. J'ai dit, en fait, le genre n'existe pas chez eux, en fait, c'est ce qu'on dit. Mais bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, avant de partir, quand je pars de chez moi ou quand je prie, par exemple, tout simplement, j'interpelle justement tout ce qui m'entoure parce que je fais partie de ce cosmos-là, cet univers-là. Je suis pas seule, on n'est pas seul en fait. On a une histoire de vie, on a voilà quoi. Je sais que l'eau est une énergie, le feu est une énergie. Il y a les 5 éléments de l'univers, justement, ce sont des énergies comme ça qui s'embriquent en fait, qui fait de nous, qui fait cette force-là en nous en tout cas. Parce que le vaudou, c'est pas à l'extérieur, c'est juste en nous. C'est en soi. Ouais, okay. Ça, voilà. Donc, cette personne que tu as rencontrée qui a été une sorte de catalyseur, cette personne qui te prend la main, ton mentor, tout ce qu'on veut, on peut mettre tous les mots dessus. Mais en tout cas, cette personne t'a accompagné, elle t'a accompagné en Haïti, c'est ça? Pour aller retourner vers tes racines Oui, bien... déjà en Haïti, parce que quand je l'ai rencontré, ce monsieur, en fait, mon partenaire de vie, je l'ai rencontré à une conférence sur la zombification. Et j'ai été impressionnée par son français. J'étais très fière d'entendre un Haïtien qui parlait un français soutenu, justement, aux yeux des Martiniquais, et tout, etc. Ah oui, la revanche. Exactement, voilà. Et j'étais attirée par cette personne que je voyais derrière mon écran, que je ne connaissais pas encore. Je le voyais à la télé. L'univers est immense, en fait. Le hasard n'existe pas.
Et j'ai rencontré cette personne, justement, effectivement, je regarde la télé, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il parle bien. Il parle bien, ce mec, et tout, etc. Et Madame Bétis, une fois de plus, la directrice m'appelle, me dit, mais là, j'ai une conférence sur la zombification, est-ce que tu peux venir faire l'ouverture de la conférence en musique? Why not? Au contraire. Au contraire. Et qui je vois? Le conférencier, la personne que j'ai vue à la télé, que j'admirais en fait. Et on s'est vu, on s'est jamais quitté jusqu'à sa mort. Ah, c'est lui qui est parti. Et c'est lui qui m'a accompagné avant, voilà, qui m'a accompagné. On était allé en Haïti, il m'a expliqué les choses et tout, etc. Et quand il est parti, il y a eu un temps mort par rapport au vaudou parce que j'ai perdu en fait mon mentor, mon pilier quelque part. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré une jeune femme à la Cité internationale des arts, où j'étais en résidence d'écriture. J'ai rencontré cette femme qui était venue elle-même pour faire justement un travail de recherche sur les ogous, etc. Et après, on a parlé de musique, on a parlé de vaudou, on a parlé des choses comme ça. Et puis voilà, et c'est parti. Alors, le mentor est parti. Mais Imelda ne va pas lâcher l'affaire. Au contraire, même après une pause, elle va s'engager. Imelda, tu vas t'engager d'une certaine manière. Tu vas vivre ta spiritualité, cette spiritualité qui n'est pas nouvelle, qui n'a jamais été nouvelle, mais qui était en toi. Mais tu vas être libérée pour pouvoir la vivre après avoir vu ton ethno, psychiatre, tout ça. Et voilà, donc tu vas vivre tout ça. Et puis un beau jour, tu te décides qu'il faut que tu te fasses initier. Oui. En fait, et tu vas où pour le faire? Alors, au début, je voulais le faire en Haïti. Après l'instabilité politique haïtienne et tout, etc., je me suis dit, bon, je ne peux pas aller en Haïti. Et j'ai la marraine de ma fille qui est réalisatrice, qui fait des films et tout, etc., et qui était déjà partie une année avec moi en Haïti pour regarder l'histoire des vaudous, etc. Et puis elle me dit, je lui ai dit, tu sais, je vais me faire initier, tout ça, mais je pense que j'ai rencontré une personne et je vais aller au Togo. Elle me dit, chouette. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, ah, je pourrais venir te filmer. J'ai dit, mais non, voilà. Elle me dit, non, il me dit, oui, on peut faire un travail là-dessus et tout, etc. Et j'ai appelé cette jeune fille, la chanteuse togolaise, Chantal, mais son nom c'est Povi à l'oignon. À Oignon, hein. J'ai rencontré Chantal, j'ai fini ma résidence, elle a terminé sa résidence, elle est rentrée dans son pays, moi je suis rentrée en Martinique, et voilà. Et à partir de là, je l'appelle, je lui dis, Chantal, écoute, je veux me faire initier, tout ça. Et elle me dit, ok. Tout ce que j'ai dit, elle me dit, d'accord. Elle me dit, j'ai dit, comment ça se passe? Elle me dit, en fait, j'ai dit, est-ce que tu connais? Il me dit, en fait, en général, on ne s'initie pas comme ça, c'est les fa. Il faut qu'on interroge les divinités pour savoir où tu vas te faire initier. J'ai dit, ok. Et puis, effectivement, elle a fait ce qu'il fallait. Et puis, elle m'a dit, en fait, ça va être le grand prêtre du Togo qui va t'initier. Donc, tu vas être initié au Togo. Au Togo, voilà. En quelle année? Il y a 2 ans. Ça a mis du temps, mais il y a 2 ans. Et franchement, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'avais beaucoup de mal. Et puis en plus, c'est très très mal vu par la société. En fait, je parle plutôt, peut-être pas chez les Haïtiens, mais en tout cas aux Antilles surtout, en fait, parce que les gens font l'amalgame entre le vaudou et la sorcellerie. Et nous, aux Antilles, on dit quimbois. Les gens font vraiment une sorte d'amalgame de tout cela, en fait, tout ce qui est sorcellerie, tout ça. Mais j'ai dit aussi, c'est de notre faute, nous les vaudouisants aussi. C'est de notre faute à nous aussi, parce qu'on véhicule des fois une image qui n'est pas du tout du vaudou, en fait. Bon, il y a des fois, je vois des choses, c'est pas le vaudou pour moi. J'entends des choses, c'est pas du vaudou pour moi, en fait. Et à partir de là, justement, pour revenir à ce que je disais, et j'ai dit, advienne qui pourra. I don't care. Ce que les gens vont dire de moi, je m'en fiche, en fait. J'ai posé la question à mes enfants, est-ce que ça vous dérange? Non. J'ai dit, bah, je vais faire un film aussi en même temps, est-ce que ça vous dérange? Non. J'ai posé la question à ma mère, elle a dit non, ça ne me dérange pas. Ma mère qui est protestante, qui est chrétienne. Et j'ai dit, une fois qu'elle est... Mais vraiment, les gens qui sont importants dans ma vie sont OK avec ça, j'ai vraiment pas de problème. Bon, et si, par hasard, à cette question, tes enfants avaient répondu oui, ça les dérange, tu aurais fait quoi, Imelda? Je pense que je ne me serais pas initiée aux yeux de tout le monde. J'aurais continué à pratiquer dans le placard. Est-ce que tu t'es sentie libérée
une fois que tu as été initiée? Ah oui, complètement. Complètement, c'est comme si c'était une renaissance pour moi. C'est complètement. J'ai plus ça dans ma tête, même si de temps en temps, et quand j'entends des gens parler, en fait, on peut avoir des petites inquiétudes quand on entend les gens parler ou quand on entend les gens associer les vaudous encore avec le diable. Même les vaudouisants, certaines personnes disent « Ah, diable dit comme ça, diable dit tel bagaille ». Je dis « Mais moi, je ne sers pas le diable, moi, en fait. Je ne suis pas l'enfant du diable, moi. » Et ça, de temps en temps, on peut, mais en même temps, je me rassure. Maintenant, j'ai des outils à me rassurer. Je sais comment me raccrocher et je sais comment faire la part des choses, en tout cas. C'est-à-dire, je ne me laisse plus happer par des propos des gens et je suis en paix avec moi-même. Est-ce que tu pourrais devenir mentor à ton tour, Imelda? Oui. Oui, et je trouve ça important. Pour la simple et bonne raison, il y a différentes portes dans le vaudou. Il faut faire attention, en fait. Oui. Qu'est-ce que le vaudou va faire dans ta musique une fois que tu chantais déjà des choses, tu étais déjà attirée, mais qu'est-ce que cette initiation va apporter dans ta musique? Est-ce que tu vas avoir une nouvelle musique? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? J'ai une nouvelle musique. Je vais te raconter une petite histoire. Sur mon album numéro 2, je crois. J'ai un problème de mémoire. Hein. Je me rappelle, cet album-là, il y a un grand chanteur aux Antilles qui s'appelle Kali. Et c'est lui qui a produit mon album, deuxième album. Non, le premier album de Imelda avec tout ce qui m'entoure spirituellement. Et Kali, il me dit, je devais faire 7 chansons, 8 chansons par exemple. Et j'ai rendez-vous au studio pour faire la 7e musique. Et j'ai rien écrit du tout. Et je suis attendue au studio le samedi. Il était vendredi, je ne sais pas quelle heure il était, le samedi matin, j'avais toujours rien et je dois aller au studio. Et je dors. Je me suis réveillée en disant « Semblez au Guinée, semblez. Semblez au Guinée, semblez. Yo dit comme ça, pas de loi. Yo dit comme ça, nous pas exister. Loi c'est la chambre, ça carrété. Loi c'est la chambre, ça carrété. Si gagne toute puissance, ça yo, pourquoi toute sa misère sur Haïti? Okay. Et c'est venu comme ça. Et ce sont les intitulés qui m'ont donné cette chanson. Et à chaque fois, j'ai droit à écrire une chanson, etc. Et je reste là, je réfléchis, j'entends les mélodies. Et mon dernier album que je prépare, ça s'appelle Écho des divinités, justement. Et c'est à partir de mon initiation que j'écris justement cet album, Écho des divinités. Ou parce que, avant d'être initiée, je ne connaissais pas encore l'ensemble des entités femmes. Je ne connaissais pas encore leur rôle, en fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à savoir quelles sont les entités femmes, le rôle de chacun et leur force et leur puissance aussi. Et à côté de ça, Imelda, tu as une autre vie, tu as une vie professionnelle en dehors. C'est dur quand même d'avoir une vie artistique et une vie professionnelle. Alors comment tu fais? Parce que tu nous as parlé de tout à l'heure en off, en coulisses. Comment je fais? Ouais. En fait, il faut savoir justement, je réfléchissais comment vivre de ma musique. Comment, parce qu'en fait, aux Antilles, sauf si on s'appelle Kassav, j'adore Jocelyne Béroir, un gros coucou d'ailleurs à elle, sauf si on s'appelle Kassav ou autre, mais on ne vit pas de son art vraiment aux Antilles. Alors, et comme j'avais décidé justement de quitter le monde professionnel où j'étais pour faire que de la musique, parce que je voulais vivre de mon art, je me suis dit, ma vie a été chamboulée il y a 4 ans là, de tout abandonner, de venir m'installer à Paris, de vivre que de ma musique, effectivement. Et après, je me suis dit, je dois faire une reconversion professionnelle, ne sachant pas si je vais pouvoir vivre de ma musique complètement. J'ai dit, je fais une reconversion professionnelle, mais avec la musique. C'est-à-dire, c'est là où je fais ma formation musicothérapeute. Je chante tous les jours, en fait. Ah oui. Où je chante tous les jours parce que je travaille. Chanceuse. Oui, justement, en étant que musicothérapeute, on chante parce que je travaille avec des personnes ayant des troubles cognitifs, justement. Et après, à côté, je me suis dit, il faut que je développe quelque chose parce que j'ai compris, en allant travailler avec les personnes avec des troubles cognitifs, justement, ils ont perdu des repères au niveau du corps, tout ça, etc. Je me suis dit, il faut que je travaille sur le toucher. Comment aider ces personnes à s'approprier de leur corps. Et c'est là que je fais la formation de réflexologue. Et je me suis spécialisée au niveau des pieds, réflexologie plantaire. Mais la musique, je chante tous les jours parce que j'accompagne des personnes ayant des troubles cognitifs, des personnes Alzheimer. On chante beaucoup parce que je vais dans leur mémoire, chercher des chansons quand ils étaient plus jeunes, etc. pour raviver un petit peu les mémoires, qui fait que je chante tous les jours. D'accord. Ta musique ou toutes les musiques?
Alors, c'est toutes les musiques, c'est pas ma musique parce que je dois chanter des musiques qui correspondent justement à la personne. Oui. Okay. Et c'est-à-dire, je connais maintenant la chanson française, là, je connais Mireille Mathieu, les Nana Mouskouri. Qu'est-ce que t'es naze. Complètement, la Java bleue, mon amour de Saint-Jean. Oh là, je chante mes notes toute la journée parce que je suis obligée, parce que je travaille tout ce qui est aussi tout ce qui est petite percussion avec les personnes et en même temps, je chante avec ces gens pour raviver les mémoires un petit peu, travailler sur la coordination, etc. Et les motricités fines qui fait que je chante. Et en parallèle, le week-end, je m'adonne à la réflexologie plantaire à mon cabinet. Vous avez entendu? À vous. Si vous êtes stressé, allez la voir. Bon, moi, je vais prendre la dépression, vous n'êtes pas bien, etc. Vous pouvez venir me voir en thérapie, quoi. Ouais. Alors, moi, je sais pas, Imelda m'a parlé tout de suite. Je suis obligée de faire ces petites mises au point parce que c'est des moments, quand tu es dans une salle et que tu écoutes, tu regardes un artiste, une artiste, il y a des choses qui vont t'arriver à toi. Fort heureusement, cette chose-là n'est pas arrivée qu'à moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu une petite piqûre de rappel et c'est très bien comme ça. Par ma régie, c'est que pendant ton concert, je pense que c'était pas la première fois que tu as évoqué ce drame de ta vie. En fait, Imelda, c'est tout sourire, ouverte, mais vous le sentez, elle est quelqu'un d'ouvert et tout sourire. Je ne sais pas si tu sais te fâcher. Je pense que tu dois savoir te fâcher, mais ça fait partie aussi de la vie. Oui. Et donc, malgré tout, les personnes comme ça connaissent aussi des moments douloureux dans leur vie. Et sur scène, c'est comme c'était la première fois vraiment que j'assistais à un concert de toi. Et tu as parlé d'un drame de ta vie. Et j'ai trouvé ça... Et personnellement, ça m'a fait un choc. Et toi, tu en as parlé, je sais pas comment tu en parles. Chaque fois que tu en parles, qu'est-ce que ça te fait? Mais en fait, tu as parlé je dis pas est-ce que je dis le mot de la traversée c'est la traversée de ton mari, oui. De ton mari mentor, de ton voilà. De tout pour moi. Ouais, de tout de mon tout. Ouais. Est-ce que tu peux, si tu veux, est-ce que tu peux nous en parler, si tu penses que c'est important, si ça ne l'est pas, on n'en parle pas, Imelda. Si la question a été posée, je pense que ça mérite une réponse en tout cas, parce que ça a été dur en tout cas, ça a été très très dur pour moi et c'était la première fois que je faisais une tournée en fait sur la métropole. Et il avait été question, il y avait des gens qui étaient venus en Martinique et j'étais sélectionnée pour faire le tour, toutes les salles conventionnées de France en fait. Et il m'avait accompagnée en tournée avec notre fille qui avait même pas 1 an. Et je me rappelle, il était descendu sur Paris, on a joué à Musée de la Paix, on a fait plein de choses. Et je me rappelle un soir où j'avais vraiment une tournée avec plusieurs dates et tout, etc. Et puis je l'attendais pour partir avec on avait un grand bus parce qu'on est dans un bus, etc., avec d'autres artistes et tout. Et j'avais le bébé, lui il devait rentrer pour s'occuper de sa fille parce qu'on vient ensemble, parce que lui il porte dans les coulisses avec l'enfant, moi je pouvais chanter. Et je crois que le bus est parti sans lui parce qu'il ne rentrait pas, il avait raté son train de Paris pour arriver à Nantes. Et je suis partie avec le bébé en fait. Et bon, bien sûr, les enfants d'un artiste, on a les tatis, les musiciens sont les tatis, les régisseurs sont les tontons et tout, etc., etc. Et je me rappelle, j'ai fini mon concert vers 2-3 heures du matin, je l'appelle, je dis chérie, j'ai fini, tout ça. Et puis, il entend sa fille qui parle, elle me dit comment elle ne dort pas à cette heure-ci? J'ai dit non, elle ne dort pas, elle m'a bien pourri d'ailleurs, tout ça, etc. Et puis il m'a dit, il dit passe-moi ma fille, il a parlé pour sa fille et tout, etc. Et au moment, il y a un moment, je descends, puis il était au petit jour, au petit matin, tout ça, on rentrait sur Nantes. Et il m'avait dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, chérie, tu sais que je n'aime pas le lit quand tu n'es pas là. Et ce soir, je prends le lit. Je suis dans mon lit. Je dis, ah bon, ça ne te ressemble pas. C'est quelqu'un qui va se mettre n'importe où, mais sauf dans un lit quand je ne suis pas là. Et on rentre sur Nantes, tout ça, et moi je l'appelle pour savoir est-ce qu'on mange à l'hôtel, est-ce que j'achète à emporter, qu'est-ce qu'on fait, tout, est-ce qu'on va ressortir et tout, etc. Il ne me répond pas. Et quand en fait, un partenaire c'est un mélange de fluide, d'énergie, des choses comme ça, et j'ai commencé à ressentir quelque chose comme si j'allais accoucher.
comme si j'avais encore des contractions, en fait. Et j'avais ma bouche, tout mon corps me disait quelque chose n'allait pas, en fait. Et j'arrive à l'hôtel, je prends la petite, et je dépose, il est couché dans le lit, je prends l'enfant, je le pose à côté de lui comme ça, je dis, va voir. Je dis, chérie, je suis là, prends ta fille, je vais récupérer mes affaires dans le bus. Et je suis partie. Et j'entends ma fille pleurer. Je dis, pourquoi ma fille pleure et j'entends pas son papa? Et je retourne, je vois l'enfant qui hurle. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai compris. En fait, j'ai pas compris vraiment. Et là, je me suis dit, merde, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je le touche, en fait. Je le touche et j'ai commencé à crier, à hurler. Et puis les musiciens sont arrivés en courant. Et dont la fille, la pianiste qui était au concert dernièrement, et dont Maud Masse qui ma prof de chant, qui commence à me dire allons prier, Imelda, allons prier. Je dis, je peux pas, j'arrive pas, tu vois, j'arrive pas à prier, je comprends pas ce qui se passe et tout, etc. Et le percussionniste a pris l'enfant et dans tout ça, ils sont partis avec l'enfant pour qu'elle puisse pas voir tout ça, en fait. Et j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé, en fait. Pardon, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé parce que quand je les touche, Max, tout le monde, ils m'ont attrapé, ils me disent sors, allons sortir, allons appeler. Ils ont appelé les pompiers, ils ont appelé. Et j'ai demandé au médecin jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et ils m'ont dit, même si tu étais présente, ça serait arrivé quand même. Parce que son cœur, elle a juste lâché pendant qu'il dormait. Et c'était son rêve de partir comme ça. C'est une chance quand même, il n'aura pas. C'était son rêve de partir comme ça. Mais moi. Oui. Et sa fille, qui n'a pas connu son père, en fait, finalement. Comment va ta fille aujourd'hui? Ma fille, elle va mieux aujourd'hui, elle va bien aujourd'hui parce que c'est pas évident pour elle, en fait. C'est pas évident pour elle parce que... Et c'est pas évident pour moi non plus, mais ça va. Hein. C'est pas évident dans le sens que... Ma fille, je me rappelle, quand on voyage, on lui dit, mais t'es avec qui? Elle disait, avec maman. Et il est où ton papa? Elle montait autour de ça. Elle montait vraiment, elle racontait des histoires aux gens. J'entendais un jour, elle a dit à un enfant, mon père, il avait la diarrhée, il est resté à la maison. En fait, la pauvre, elle n'assumait pas ce départ. Elle n'assumait pas. Ouais. Elle n'a pas assumé jusqu'à... Je vais dire quelque chose, parce que nous, afro-descendants, pour nous, la thérapie n'existe pas, en fait. Et je pense que c'est important. Et c'est grâce à la thérapie, justement, si aujourd'hui je tiens debout, si ma fille aussi est là. Et parce que j'ai mis en thérapie, en fait, parce que l'enfant mentait autour de son... Elle avait jamais dit à quiconque qu'elle n'avait pas de père, en fait. Elle racontait des histoires, mais vraiment... En veux-tu, voilà, où il a voyagé, où il a la diarrhée. Mais vraiment, dès qu'on lui demande, on était quelque part toutes les deux. Et elle racontait une histoire. Ou la fête des pères, bon, après à l'école, j'avais dit, l'école était au courant, elle fabriquait des petits trucs quand même pour ses oncles et tout. Elle fabriquait des choses, elle me disait, mais à qui je vais donner? J'ai dit, tu choisis un homme de la famille que tu aimes bien, ou un tonton, ou ton parrain, peu importe. Puis voilà, aujourd'hui, elle va très bien et c'est une cicatrice aujourd'hui, comme elle me dit, mais même ça va mieux parce qu'elle me dit, je ne l'ai pas connue en fait. Et elle a assisté à ses funérailles parce que ma psychologue m'avait demandé quand même de l'emmener pour qu'elle puisse faire son deuil. Mais on a un souvenir d'elle qui nous a fait rire parce qu'en fait, ce qu'elle faisait, et comme Wessner a eu des funérailles de vaudouisants, justement, et c'est la première fois que j'assistais à ça, et c'est la première fois aussi que j'étais à la faculté d'ethnologie, j'ai vu Haïti différemment, et c'est là que je me suis rendu compte aussi quel homme que j'avais en main. Je ne savais pas avec qui j'étais en fait. Est-ce que dans ta musique, moi j'aimerais savoir si tu as composé, créé une musique rien que pour ton mari? Oui. Tout ce qui s'est passé, oui. Ouais. Et Dempoté. Ouais. Ça chante, ça dit quoi? Aïe. Idempoté, 4 fois ça. Idempoté, idempoté. Essaye. Idempoté, mes amis s'accapent de moi poté, oh. Idempoté, mes amis s'accapent de moi poté, oh. Idempoté, le 8 décembre 2007. Idempoté, Monsieur Lambo, wo, côté où t'es, wo, wo.
Mi ciel en mort, côté au théier, pas t'avais dit, mais d'impoté, les 8 décembre 2000, et d'impoté. Wesner Morancy, son maître au théier, Wesner Morancy, c'est au maître au théier, d'impoté. C'est pas les hommes qui prennent la ville. Mission terrestre là qui est terminée. Mission céleste là qui commence. Brûlé à Gaou, brûlé Simbidlo, Cotenteye. Là, on met toute sa foi en question. Ouais. On met toute sa foi en question. C'est parce qu'on remet la mort en question. C'est comme si ça ne faisait pas partie de la vie. Exactement. C'est quand on ne veut pas accepter. Hein. Eh oui. On met tout en question, toute sa croyance, toute sa foi. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai la foi, il y a tout qui va, et puis ça, quelque chose comme ça arrive. Et... Aujourd'hui, tu te dis, ça devait arriver. Non, même pas. En fait, j'ai eu la chance quand même, mais des fois, quand on entend, on ne veut pas accepter. Ok. On m'a averti. Mais je ne voulais pas l'entendre, je ne voulais pas comprendre non plus. On me l'a dit. Mais je ne voulais pas l'entendre, je ne voulais pas comprendre. Ma soeur m'a dit, mais là, tu m'avais expliqué ça. Et lui, même avant de partir, je me rappelle, j'avais fait un rêve, je l'ai appelé, que je ne peux pas expliquer là. Je l'ai appelé, je dis, chérie, j'ai fait un drôle de rêve hier soir. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit ça, qui est venu dans ma chambre d'hôtel là-bas. Parce qu'il était à Paris. Hein. Il me dit, suis et tu verras. Hein? Il savait. Il savait. Bon. Il savait. Mais il savait, mais bon. Des fois, après tout ça, j'ai tout bousculé dans sa vie. J'ai acheté plein de livres sur le communiquer avec l'au-delà. Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, non. On va laisser partir Imelda parce que quand même, sinon, on peut rester avec elle pendant longtemps. Et c'est quoi les projets là actuellement? Le projet actuellement, il y a le documentaire qui va être projeté le 24. Sur ton initiation ou bien sur ta vie? Sur mon initiation à Paris, là, le 24. Et il y a la sortie de l'album. Normalement, je pars aux Antilles en décembre. Écho des divinités. Écho des divinités, oui. Et je pense d'ici décembre, normalement, il y aura quelque chose qui va sortir. Voilà, Écho des divinités. Peut-être qu'on va faire juste sortir un clip sur une chanson pour lancer tout ça d'ici décembre, si Dieu veut. Ben merci d'être venu nous parler de toi, de ta musique, de ta vie, de la personne que tu es, que tu étais, que tu es devenue. Oui. Et cette belle artiste qu'on a découvert et qu'on vous laisse découvrir vous à la fin de la vidéo. Merci à vous les abonnés de Haïti Inter, merci à vous qui venez pour la première fois pour cette émission qui est une émission de musique. D'ailleurs, vous voyez, elle a chanté pour nous plusieurs fois, Imelda. Merci à mon équipe qui était bien présente pour vous permettre de regarder cette émission. Et puis, à une autre fois. Merci Imelda. C'est moi, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup.